tous. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup d'être là. On a une soixantaine de présentes et de présents qui sont pour t'écouter. Alors, juste pour te recontextualiser peut-être Marion le cours. Donc c'est un cours électif en financement de l'innovation et de l'entrepreneuriat qui a été choisi. Donc tout le monde est plutôt intéressé. Et en face de toi, c'est des étudiants et étudiantes qui sont soit se destinent au milieu de la finance entrepreneuriale, soit se destinent à l'entrepreneuriat, soit se destinent à travailler dans des startups ou ont travaillé en startup dans des contextes de levée de fonds et donc souhaitent un peu comprendre tu vois, ce qui s'est passé ou l'environnement dans lequel ça s'inscrit. Donc voilà, plutôt des gens très, très concernés en face de toi. Et puis voilà, on a déjà eu pas mal d'heures ensemble, donc voilà, ils ont des bases sur le capital risque, mais voilà, ça nous intéresse beaucoup d'avoir toi, ton témoignage, la manière de faire que tu as avec Caporn, le type de deal que tu fais, enfin voilà, vraiment. Et il y a un chat, et ils mettent pas mal il y a pas mal d'activités et de questions, donc s'il y a besoin, je modérerai, mais voilà, sinon il y aura peut-être des questions dans le chat. Ok, super. Bah, écoute, merci beaucoup, Benjamin. Écoutez, je suis ravie d'être là parmi vous. J'espère que j'ai orienté une présentation qui était très sur le témoignage, parce que j'ai compris que vous aviez déjà une très bonne connaissance du monde du VC. Donc j'ai essayé de faire quelque chose de très pratique et très peu théorique, même si je reviens sur certains aspects un tout petit peu théoriques de base à 2-3 endroits. Je vais vous dérouler ma présentation. Si vous souhaitez m'interrompre, n'hésitez pas. J'espère que je ne serai pas trop bavarde, donc n'hésitez pas à me couper si ça ne répond pas à vos attentes, si vous avez d'autres questions, s'il y a des choses qui vous interpellent. Et on essaye même si on est à distance, on va essayer de rendre le truc le plus interactif possible, même si j'aurais bien aimé vous voir, parce que ce n'est pas forcément évident de parler à un ordinateur. Mais bon, ça, de fait, en ce moment, c'est normal. Pour vous dire 2 mots sur moi, qui je suis et pourquoi est-ce que j'ai rejoint le Capital Risque. Donc en gros, moi j'ai fait Dauphine et après j'ai fait un master d'ingénierie financière à l'EM Lyon. Après ça, je suis partie directement chez Price où j'ai fait 5 ans de ce qu'on appelle le VNS, Valuation and Strategy. Donc l'idée, c'était vraiment d'être dans un service, on va dire, assez technique où j'ai pu évaluer tout type d'actifs, de sociétés dans des cadres soit de transactions directement pour le M&A, soit pour le service Transaction Services, soit pour des problématiques comptables, fiscales, etc. Donc en gros, j'ai appris à faire Excel, à faire de l'Excel, des gros modèles. C'est une très bonne expérience où j'ai appris à travailler, j'ai appris la rigueur, j'ai appris ce que c'était qu'un client, j'ai appris plein de choses et je ne regrette pas du tout d'avoir commencé par là. Par contre, au bout de 5 ans, j'en ai eu un peu marre de ne pas être tout à fait dans l'opérationnel. À savoir, en gros, je remettais un rapport au client et je lui disais merci, au revoir. J'avais une certaine frustration qui était née. Et du coup, je suis partie cofonder une société qui s'appelle SmartFlows. C'est une société qui fait ce qu'on appelle du Wi-Fi Analytics. Donc, en fait, c'est un petit logiciel qui permet, grâce à la technologie Wi-Fi, de traquer les téléphones portables dans des gares, des aéroports, des centres commerciaux, des boutiques. L'idée étant de faire ce que Google Analytics fait sur le web, mais dans le monde physique. Concrètement, j'étais associée à quelqu'un qui s'occupait de toute la partie produit et développement, et moi je faisais tout le commercial, le marketing, la RH, la gestion de la société. On a monté la boîte à 15 personnes, 1 million de chiffre d'affaires, et puis on s'est fâché avec mon associé. Et c'est comme ça que j'ai connu Caporn, puisqu'en fait Romain Vidal, qui est un des associés de chez Caporn, souhaitait investir dans SmartFlows. Il l'avait repéré comme start-up intéressante pour le fonds. Et du coup, j'ai découvert à cette occasion-là ce que c'était que les fonds, parce que ma start-up n'avait pas levé de fonds, elle était complètement autofinancée. Et du coup, je me suis interrogée sur est-ce que passer de l'autre côté de la table était intéressant. Après avoir rencontré quelques fonds de la place, on va dire, je pense qu'à cette époque-là, j'avais rencontré Isaïe, Serena, Daphne, enfin quelques gros. Mon cœur, entre guillemets, m'a dit d'aller vers Caporn. Je vous expliquerai un petit peu pourquoi et ce en quoi j'ai cru à ce moment-là et pourquoi est-ce que j'ai rejoint l'ADN de Caporn dans lequel je me retrouvais énormément et qui était très proche des entrepreneurs. Donc voilà, ça c'est pour mon parcours. Ce que je vous propose, donc, c'est de commencer par une petite présentation rapide sur Caporn et après de vous détailler en fait ce qu'est le métier selon moi, hein, comment est-ce que je le vis, ce qu'est le métier ce qu'est le VC, qu'est-ce que fait quelqu'un qui travaille dans le VC.
Et je vais à chaque fois l'appliquer avec Caporn parce que c'est le sujet que je connais le mieux. Après, c'est effectivement différent d'un fonds à l'autre. Alors, si je commence, c'est moi qui défile les slides. Ok, super. Caporn, si je dois vous résumer Caporn en quelques mots, donc Caporn, c'est un acteur français du capital risque qui investit essentiellement dans ce qu'on appelle de la série A. Donc ça veut dire c'est une société qui a déjà développé un produit, qui a déjà fait son proof of concept et qui a trouvé un marché et qui a besoin de se développer et de s'accélérer commercialement ou d'ouvrir un nouveau marché, enfin qui a besoin en tout cas de croître. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des tours de financement entre 2 et 20 millions d'euros sur lesquels nous on investit des tickets entre 1 et 5 millions d'euros. Les gros différenciateurs de Caporn que vous voyez sur ce slide, c'est le premier c'est le réseau. En gros, la promesse que Caporn fait quand il va voir un entrepreneur, c'est de lui dire je vais vous aider à vous développer et à accélérer votre croissance. Comment? À travers un réseau qui sont en fait nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, l'argent de Caporn vient de personnes qui sont des C-level dans des grands groupes et qui vont donc ouvrir leur carnet d'adresses, qui vont faciliter une mise en relation, qui vont trouver un C-level à staffer dans une boîte, etc. Et en fait, c'est à travers ce réseau qu'on promet aux sociétés de les aider dans leur développement et dans leur accompagnement commercial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, Caporn, depuis le début, depuis la genèse de Caporn, le positionnement de Caporn a été de dire on a une vision qui est assez claire, on a d'un côté des grands groupes C-level, exactement, je vois exactement, Benjamin, merci de préciser. C-level, c'est CEO, CTO, VP Sales, etc. Donc du coup, d'un côté, on a des grands groupes qui ont besoin de se digitaliser pour rester compétitifs sur leur marché. Et de l'autre côté, on a des startups qui sont en fait la clé de voûte de transformation digitale. Et du coup, Caporn s'est créé en ayant un pied de chaque côté, grâce à leurs clients et grâce au réseau de startups dans lesquels ils investissent, ou au réseau de startups au sens large, avec cette ambition d'aider à la transformation digitale des grands groupes. Et la meilleure façon de connaître ces problématiques de transformation digitale, c'est d'être proche de ce réseau et du coup de s'entourer de ce réseau. Donc ça, c'est vraiment le positionnement de Caporn depuis le début. Le deuxième pilier, c'est évidemment l'équipe. Je pense que quand vous investissez, quand vous regardez les sociétés de capital risque, c'est des équipes qui sont toutes petites, qui ont entre 5 et 15 personnes. Et l'idée, c'est que chez Caporn, on a une équipe qui est à la fois très complémentaire, avec des enjeux, des compétences, on va dire, très opérationnelles et des compétences très fines. Je vais y revenir rapidement aussi. Le troisième pilier, ça va être la confiance. La confiance, parce que quand on investit, la confiance de deux côtés. Quand on investit dans une boîte, l'entrepreneur, on a une forte relation de confiance et un vrai partenariat qu'on signe avec lui. Et avec les C-level dont je vous ai parlé, on a une vraie relation de proximité et de confiance. Évidemment, tout ça qui a pour but final la performance, parce que le but d'un fonds d'investissement reste évidemment de délivrer la performance pour ses investisseurs. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Vous le savez, je ne vais pas développer ce point-là. Donc concrètement, je vais passer deux. Concrètement, c'est ce que je viens de vous pitcher. Caporn investit dans ce qu'on appelle du B2B. Pourquoi uniquement du B2B? Parce que en fait, sinon l'accélération commerciale qu'on promet ne pourrait pas fonctionner. Donc notre thèse d'investissement, c'est vraiment de dire on investit dans des sociétés européennes B2B, avec comme sweet spot la série A, c'est-à-dire des tours de financement entre 2 et 20 millions d'euros sur lesquels nous, on met un ticket entre 1 et 5, sur des startups principalement européennes. Et il faut que notre réseau puisse apporter de la valeur aux entrepreneurs qu'elles accompagnent. Voilà, là-dessus, je pense que j'ai fait le tour. Crowdfunding Network, c'est notre baseline. Voilà, et puis là, vous avez notre credo, on va dire. L'équipe de Caporn, je vous en ai parlé brièvement. L'équipe de Caporn, elle est assez atypique dans le monde du capital risque. Pourquoi? Parce qu'il y a deux typologies de compétences. Il y a toute une partie de l'équipe qui a des compétences très opérationnelles, à savoir soit qui a créé des startups comme moi j'ai pu le faire, comme Romain que vous voyez a pu le faire, donc des startups from scratch, donc qui ont vraiment constitué une équipe, qui ont été très opérationnelles et qui du coup savent un petit peu ce que les entrepreneurs vivent et traversent. On a des expériences comme Clara qui elle a vécu l'expérience d'une scale-up puisqu'en fait elle a créé la filiale française de One Fine Steak, qui a été rachetée par Accor 100 millions, donc c'est quand même une vraie expérience très opérationnelle, ou Alexandre, qui est le plus grand là, à gauche sur la photo, qui lui a une expérience très grand compte, puisqu'il était chez Tata, chez Microsoft.
Après, on a toute une partie de l'équipe qui a aussi des compétences très financières, avec Guillaume, qui est un des fondateurs, qui lui était dans le private equity depuis 15 ans, ou Clara, qui était dans le private equity également chez NextStage. Et du coup, c'est une équipe qui est très complémentaire. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'on a une partie de l'équipe qui fait de l'investissement et une autre partie de l'équipe qui fait tout ce qui est à la fois du support, donc tout ce qui est back-office, finance, et à la fois pour chez nous, c'est un peu une spécificité de Caporn, de l'animation notée. Donc ça va être animer notre réseau de LP, ça va être créer des liens dans la communauté de nos entrepreneurs, etc., qui est un vrai travail à temps plein. Cette équipe, elle a comme grosse valeur, et je pensais que c'était important de vous les souligner, tout ce qui est le commitment, la passion, la confiance, le go the extra mile, c'est vraiment le fait d'oser. Et c'est des valeurs qui nous réunissent et qui sont, à mon avis, très importantes. Et là où c'est assez unique, c'est que nous, on est tous investis dans la société de gestion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est tous associés de Caporn. Donc, on n'a pas racheté uniquement des parts des fonds qui sont sous la société de gestion, mais on a également racheté des parts de la société de gestion. Donc, concrètement, ça veut dire la réussite de Caporn, on en est responsable, l'échec de Caporn, on en est également responsable. Donc, ce qui a vraiment, et c'est là où je disais tout à l'heure, on est très proche des entrepreneurs parce que du coup, on décide de la stratégie, on décide du positionnement des fonds qu'on va lever, on est vraiment onboardé sur tous les sujets vraiment très stratégiques du fonds. Globalement, ça c'est sur Caporn. Si je veux rentrer un petit peu dans le métier du VC, je voulais classifier en 4 grosses catégories. En gros, un VC, il va faire quoi? Il va, aller lever des fonds. 2, il va identifier et sélectionner des startups pertinentes pour générer de la performance pour ses investisseurs. 3, il va évidemment suivre la participation dans laquelle il a décidé d'investir, où il a eu la chance d'investir, plutôt si je le présente mieux. Et puis 4, la finalité reste toujours la même, à savoir faire des exits pour délivrer de la performance pour ses investisseurs. Donc ce que je vous propose, c'est de descendre rapidement ces 4 points. À nouveau, si vous avez des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas. Pourquoi est-ce qu'un VC doit lever des fonds? Le principe d'un fonds, c'est assez simple. C'est la top line du fonds, c'est les frais de gestion, ce qu'on appelle les frais de gestion. Donc, en général, c'est 2%. En fonction du montant levé, chaque année, le fonds va, pendant la période d'investissement, recevoir 2% des fonds levés. Après, quand la période d'investissement est close, ce pourcentage diminue au fur et à mesure du fonds. Et donc, du coup, concrètement, un fonds, ça dure en moyenne 10 ans. Sur les 10 ans, on va dire qu'il y a les 18 premiers mois pour lever les fonds. Il y a 5 ans pour investir le fonds et après le reste pour le désinvestir. Et donc en fait, on rentre dans un espèce de cycle où tous les 4 ans, 5 ans grand maximum, il faut retourner sur le marché pour aller convaincre des investisseurs de nous accompagner et de lever des fonds parce que sinon, tout simplement, on n'a pas Désolée, je regarde le chat en même temps, j'espère que je loupe rien. Benjamin, n'hésite pas à me couper si jamais il y a des questions que je ne vois pas. Pas de souci, c'est moi qui écris des trucs là. Ah, c'est super, parce que ça fait des... Ok, j'avais pas eu le temps de lire. Ok. Et donc, du coup, chez Caporn, qu'est-ce que ça veut dire lever des fonds? En 2011, on a levé le premier fonds de 50 millions. En 2016, on a levé un deuxième fonds de 130 millions. Et on est actuellement en train de lever le troisième fonds, notre troisième véhicule d'investissement. La spécificité de Caporn, c'est que l'argent vient de 3 poches différentes. Une première poche qui est un peu les personnes physiques dont je vous ai parlé, qui sont les dirigeants de grands groupes, qui sont au nombre de 250, dont 150, on va dire, sont actifs aujourd'hui. Enfin, 150 sont actifs, sont contributeurs dans la valeur ajoutée de la promesse qu'on délivre. Et du coup, ces 150 personnes-là, il faut aller les chercher. Aujourd'hui, on a enlevé de fonds. Moi, 50% de mon temps au quotidien, ça va être d'essayer de convaincre des gens de rejoindre le fonds de Caporn avec des tickets moyens de 250 000 euros qui vont mettre pour... alors, il y a plein de raisons différentes, mais en gros, c'est des gens qui sont dans la notion de give back, qui sont déjà investisseurs, qui sont déjà business angels, qui ont déjà fait leurs preuves, qui ont déjà fait leur carrière et qui ont cette volonté un petit peu de venir transmettre à des entrepreneurs qui en ont besoin leurs compétences, leur savoir-faire, d'ouvrir leur carnet d'adresse. Ça, c'est la première poche. La deuxième poche, comme dans la majorité des fonds, c'est de l'argent qui vient de BPI ou FPI, qui sont des gros institutionnels qui sont très importants dans le marché du service français. Et puis après, on a une troisième poche qui vient d'autres institutionnels, essentiellement du monde bancaire ou des assurances. Et alors, je vous ai mis un autre point, ce que j'ai appelé skin in the game, qui je pense est très important, c'est les partenaires d'un fonds d'investissement, ils investissent leur argent personnel.
à hauteur de à minima 1%. Donc, c'est-à-dire que sur un fonds de 130 millions, par exemple, il y a 1,3 million qui sont mis par les gens de l'équipe de Cap Horn. Et ça, je pense que c'est hyper important pour comprendre l'alignement total des intérêts entre les LP et l'équipe de gestion du fonds. Et c'est vraiment, on parie, on y croit, et si vous voulez, la conviction va au-delà de juste une simple conviction qui peut être purement théorique, puisqu'en pratique, on s'est endetté pour investir dans le fonds. Ça, je pense que les entrepreneurs peuvent très bien le comprendre, et je pense que c'est une notion qui est assez importante. Donc voilà, donc ça c'est le premier métier aujourd'hui. Moi ça m'occupe, je vous disais, à 50% parce qu'on est en pleine période de levée de fonds. Donc malheureusement en ce moment, je vois moins d'entrepreneurs que ce que j'aimerais, mais je rencontre des gens qui sont absolument passionnants, qui sont ces fameux dirigeants dont je vous parlais. Après chaque fonds là-dessus, sur la levée de fonds, chaque fonds a des souscripteurs qui sont différents. Hein. Le fait d'avoir des personnes physiques, c'est vraiment une particularité de Cap Horn. Il y a des fonds, par exemple la BPI, qui a l'argent, qui a un seul LP, c'est la BPI. Donc c'est des choses qui sont, ou alors si on prend toutes les banques, tous les fonds qui sont la BNP, les choses comme ça, qui sont des fonds où il y a un seul client. Donc c'est une gestion un petit peu différente, et je pense que le quotidien des partenaires de ces fonds-là ne va pas être d'aller lever des fonds. Donc ça c'est un peu une spécificité. La deuxième activité, ou la deuxième, on va dire, la deuxième, enfin pas qualité, mais le deuxième travail d'un VC, ça va être d'identifier et de sélectionner les bonnes startups. Là, ce que je vous ai mis, c'est à quoi ressemble le funnel. Concrètement, nous, on reçoit entre 1500 et 2000 dossiers par an. On rencontre en moyenne 500 entrepreneurs répartis évidemment sur l'équipe, hein, mais voilà. On analyse une centaine de dossiers. On fait ce qu'on appelle un deal très avancé, c'est-à-dire qui va jusqu'à la term sheet, ce que chez nous on appelle le passage en phase 1. Donc ce qui va à la term sheet, on fait entre 5 et 10 term sheets par an, pour au final faire 4 à 5 investissements dans l'année. Donc vous le voyez, c'est un funnel qui est extrêmement sélectif. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, même si on aimerait pouvoir investir dans plus, évidemment. Et alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir cette entrée, cet afflux de dossiers, on va dire? Je pense qu'il y a deux méthodes principales. La première qui est une méthode quantitative et la deuxième qui est une méthode qualitative. Globalement, ce que je vous ai mis en haut, là, c'est le taux de couverture à 75%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans les entrepreneurs qu'on cible, c'est-à-dire qui sont B2B série A et qui lèvent de l'argent, on en rencontre 75%. Donc ce taux, comment est-ce qu'on peut l'avoir? Donc il y a toute une approche qui est une approche quantitative. Donc c'est-à-dire que là, chaque fonds a mis en place ses propres outils de scrapping, de LinkedIn, de tout ce qui est création de société, etc. pour être sûr de ne pas louper une opportunité. Il y a toute une partie event dans l'écosystème. En fait, c'est un métier. En fait, on participe à énormément d'événements. Alors en ce moment, évidemment, tous sont digital et pas en physique, ce qui nous manque un petit peu, mais bon, voilà, c'est comme ça. Tous les événements, en fait, l'idée, c'est d'aller rencontrer des entrepreneurs, d'échanger avec des entrepreneurs, que ce soit tout type d'événements, France Digitale la semaine prochaine, tous les événements organisés par Station F, etc. On est systématiquement présent pour être aux côtés des entrepreneurs et rencontrer les entrepreneurs. Il y a tout l'écosystème d'incubateurs, évidemment. Moi, à titre personnel, je suis à l'incubateur, au jury de l'incubateur de Télécom, de l'école de Télécom, par exemple. Mais bon, il y en a plein. Toutes les écoles ont leurs propres incubateurs. Il y a plein d'incubateurs qui se sont développés. Et en fait, on noue des relations très proches avec ces incubateurs-là. Et après, il y a toute une approche qu'on a appelée plutôt qualitative. Donc, c'est aussi un métier de réseau à cet endroit-là. Ça va être de déjeuner avec des intermédiaires, de déjeuner avec des co-investisseurs, d'avoir nos clients qui sont business angels dans des startups et qui vont nous sourcer des dossiers. Le mieux et celui que je préfère, c'est le bouche à oreille des entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment quand un entrepreneur nous conseille et qu'on investit dans une société qui est recommandée par un entrepreneur, je trouve que c'est assez merveilleux. Tout ce qui est rédaction de contenu qualifié pour être identifié sur le marché, pour vraiment se créer une marque et être identifié sur le marché comme l'acteur de référence sur cette typologie. Est-ce que vous voulez que je réponde? Benjamin, est-ce que tu veux que je fasse une pause pour répondre Oui, c'est peut-être pas mal si tu veux la question d'Anatole. Alors, pardon, mais je n'ai pas les questions. En fait, elles apparaissent et elles disparaissent. Alors, si tu appuies en bas à droite, tu peux actionner le chat, si tu vois. Attends, excuse-moi. Ou sinon, je te les lis.
tu as un petit onglet violet normalement en bas à droite. Si tu l'ouvres, après, tu as une bulle. Ok, alors du coup, Anatole. Fermé. Si vous faites 400 000 par an, 5 millions, alors que vous avez 130 millions, que faites-vous de l'argent non encore investi? Alors, il y a plusieurs réponses, Anatole, c'est une très bonne question. Donc déjà, sur les 130 millions, ce que je te disais, il y a des frais de gestion qui nous permettent de vivre, de nous payer nos salaires, etc. D'une équipe de 10 personnes sur 10 ans. Donc tu peux retirer cette partie-là. Et ensuite, quand on investit un ticket entre 1 et 5 millions d'euros, en fait, on se garde la possibilité de surpondérer les lignes sur lesquelles on croit. Donc en gros, concrètement, quand on fait un premier ticket entre 1 et 5 millions d'euros, il y a certaines lignes sur lesquelles on va monter jusqu'à 10 millions d'euros. Donc si tu veux, aujourd'hui, nous, dans notre portefeuille 2, on a 130 millions, on a 25 participations. Et donc du coup, il y en a, alors, évidemment, il y en a sur lesquelles, au contraire, on a abandonné et d'autres sur lesquelles on a surpondéré notre ticket. Et du coup, globalement, tu arrives à un montant investi. Si tu retires les 2%, tu dois être à 110 millions global. J'espère que ça répond à la question. Joséphine, quand je parle de clients, est-ce que ce sont mes clients sont mes souscripteurs, exactement. C'est des gens qui viennent et qui mettent un ticket dans Capord. Tac. Cet argent reste à appeler, non, il n'est pas dans le fonds. Alors, sur le principe des appels de fonds, en gros, sur les 5 premières années du fonds, on appelle entre 15 et 20% du montant total, et le reste, on l'étale sur la fin de la période. Et donc, évidemment, on appelle les fonds au fur et à mesure de nos investissements. Voilà, je pense que j'ai répondu aux questions. Ok, merci, super, j'espère que ça répond. Top. Et alors, pour vous donner un exemple, si je reviens sur mon taux de couverture et sur le funnel de dossier, moi, la première société dans laquelle j'ai investi, c'est une société qui s'appelle Scénario, qui fait ce qu'on appelle de l'affichage dynamique. Donc, en gros, c'est un petit logiciel qui permet de gérer le contenu des écrans à distance pour le monde du retail ou pour les corporates. Donc, en gros, dans les entreprises, il y a plein d'écrans. Chez Carrefour, Etam ou tous les grands du retail, il y a plein d'écrans qui sont non utilisés, qui sont souvent des écrans noirs. Là, c'est un petit logiciel qui permet de gérer le contenu à distance et d'envoyer depuis un ordinateur, de diffuser du contenu en main, de diffuser du contenu en entreprise, etc. Cette société, je l'ai connue parce que j'avais été à un event de Toulouse qui s'appelle l'IoT Valley. Et donc, en fait, j'avais été participer à un jury là-bas et j'avais rencontré David, l'entrepreneur, à cette occasion-là. Et c'est quelqu'un que j'ai suivi en fait pendant 1 an avant d'investir et que j'avais vraiment rencontré au cours de cet event au début. Et donc, du coup, ce que je viens de vous décrire, c'est vraiment une réalité, c'est-à-dire que les VC sont généralement très proches du terrain. Et c'est comme ça qu'on source souvent les meilleurs dossiers. Et le fait de créer une relation en amont de l'investissement est aussi très important. Voilà sur le funnel. Je poursuis si ça vous va. Alors là, je voulais juste vous rappeler 2-3 choses sur l'écosystème. En gros, l'idée, je viens de vous présenter le côté du VC, mais j'aime bien présenter le côté de l'entrepreneur aussi. On est dans un écosystème qui est ultra compétitif. C'est-à-dire que il y a une cinquantaine d'acteurs de fonds français qui sont tous positionnés plus ou moins, on va dire, sur les mêmes cibles. Et donc, du coup, les bons dossiers, entre guillemets, je ne vais pas dire qu'ils s'arrachent, mais c'est souvent compliqué de pouvoir investir dedans. L'écosystème, c'est pas uniquement les VC. Je vous ai parlé des VC, mais il y a tous les business angels, toutes les sociétés de crowdfunding, tous les VC étrangers qui viennent énormément sur le marché français. Il y a toutes les corporate ventures, les accélérateurs qui viennent de plus en plus. Et en fait, du coup, surtout depuis les dernières années, alors je parle un petit peu avant la crise, il y a eu un peu un afflux de liquidités sur le marché qui fait que pour se différencier, les VC, pour être remarqués par les bons entrepreneurs, les VC devaient vraiment se différencier. Là-dessus, la différenciation, elle se fait à travers différents segments. Le premier, c'est tout ce qui était le moment de l'investissement. Donc, il y a des fonds qui se sont spécialisés uniquement sur le seed, comme Kima, Kerala, d'autres fonds. Il y a des fonds qui se sont positionnés sur la série A, il y a des fonds comme nous, il y a des fonds qui se sont positionnés sur le gros. Vous avez peut-être entendu parler de Gaia, qui est un fonds qui a été levé il n'y a pas très longtemps. Donc ça, c'est une première façon de se différencier. Il y a des fonds qui se sont différenciés à travers la techno. Il y a eu des fonds dédiés au big data, dédiés à l'IA, dédiés au SaaS Enable Marketplace. Voilà, il y a eu vraiment une verticalisation, on va dire, de ces fonds-là.
ou tout simplement des segmentations par secteur. On peut parler de Blackfin qui investit uniquement en FinTech, on peut parler de fonds qui investissent que en FoodTech, en AdTech, en CleanTech, etc. Des fonds impact, il y a beaucoup de fonds impact qui se lèvent en ce moment. Et en fait, pourquoi est-ce que les fonds se spécialisent et se verticalisent? C'est en fait pour qu'ils soient reconnus par les entrepreneurs comme des experts sur leur segment de marché et pour être sûr en fait de s'adresser à la bonne personne et d'être accompagné par le bon VC. Chez Capone, sa différenciation, je vous en ai parlé, hein, c'est le focus B2B, c'est le côté accélération de la croissance. Et alors le trust and partner, je le remets là parce que c'est vraiment des mots qui viennent de la bouche de nos entrepreneurs qu'on accompagne. Et voilà, et donc ça c'est nos spécificités. L'idée c'était vraiment de vous dire, on a beaucoup de dossiers, mais on doit nous aussi évoluer sur un marché très compétitif et savoir innover et se diversifier, et se spécialiser, se l'expertise pour être sûr d'être le bon partenaire pour l'entrepreneur qu'on accompagne. Une fois qu'on a fait tout ça, une fois qu'on a dit tout ça, donc ça veut dire qu'on a investi dans une société. Donc c'est ce que je vous disais, hein, concrètement le process entre le moment où on fait un premier meeting avec l'entrepreneur et le moment de la term sheet, ça dure en fonction des fonds entre on va dire 3 semaines pour les plus réactifs à 2 mois pour la norme. Pendant cette période-là, il se passe quoi? On rencontre les entrepreneurs, on rencontre toute l'équipe. On fait ce qu'on appelle des due deals, que ce soit des due deals marché, des due deals produits. On analyse le business plan, on challenge la vision de l'entrepreneur, son ambition. On avance avec lui sur structurer la société dans les mois à venir pour atteindre son objectif, etc. Et à la fin de ce process-là, on émet une term sheet. Après, évidemment, il y a du juridique qui rentre en compte. Ça, en général, c'est pas trop fait en interne, c'est plutôt des avocats partenaires qui viennent nous épauler sur les sujets parce qu'ils sont bien meilleurs que nous sur le sujet. Et après, entre la term sheet et le pacte d'actionnaires, en gros, il se passe, je dirais, 3 semaines où on va vraiment rédiger le pacte qui va être ce qui va unir la relation sur les prochaines années. Et du coup, concrètement, on devient actionnaire de la société et on rentre dans la phase que j'ai appelée l'accompagnement. Donc l'accompagnement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on est investisseur. Donc là, je vous ai illustré, je vous ai mis le portefeuille de Cap Horn 2. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 25 participations pour un fonds de 130 millions, uniquement dans le B2B, principalement en série A, avec pas mal aussi en seed. Pourquoi? Pour pouvoir avoir de la place pour la série A, hein, parce que sur les plus compétitifs, souvent il faut rentrer en seed pour espérer être investisseur en série A. Et donc du coup, quand on rentre dans la phase de suivi, il y a plusieurs choses qui viennent dans notre métier. Alors, je fais juste une petite pause sur 2 questions de Philippe et de Julien. Donc Philippe, votre levée de fonds objectif 2020 va nécessairement déterminer votre activité des 5 premières années. Est-il possible de lever davantage de fonds entre 2020 et 2025? Alors nous, Philippe, donc je réponds à ta question, quand on lève un fonds, on fait un premier closing et un deuxième closing, on va dire 6 mois après. Une fois que le closing est terminé, c'est ce fonds-là qu'on va investir. Après, entre 2020 et 2025, est-ce que ça va déterminer la poche d'investissement? Non. Pourquoi? Parce qu'on est dans une phase où on souhaite accélérer et du coup, on lèvera un autre fonds avant 2025. On a différentes idées, soit aller sur un fonds qui est beaucoup plus seed, justement, soit aller sur un fonds un peu plus impact. Mais en tout cas, on lèvera d'autres fonds avant 2025 pour avoir des poches, on va dire, d'investissement suffisants pour pouvoir accompagner le plus possible d'entrepreneurs. J'espère que ça répond, Philippe. Julien me demande, les due diligence sont menées exclusivement de vos équipes ou secondées par des cabinets spécialisés? Alors nous, pour notre due deal, évidemment, on s'appuie sur l'équipe interne, mais ce que je vous explique, c'est que nous, l'équipe, on est 11, hein, donc concrètement, on ne peut pas tout faire. Par contre, la force de frappe de notre réseau, c'est 150 personnes. Donc en général, pour nos due deals, on va aller sélectionner parmi nos investisseurs, nos LP, nos clients, on va aller sélectionner les gens qui sont les plus à même de répondre à des problématiques. Soit pour une expertise technique, donc là on va faire une due deal produit par exemple, soit pour une expertise marché, je sais pas, moi je regarde une boîte dans les RH, je vais aller contacter un des RH de notre portefeuille qui est client chez nous pour lui poser des questions sur sa vision de la société, etc. Des cabinets spécialisés, c'est assez rare. On peut le faire de façon assez ponctuelle quand on est sur des sujets ultra techniques.
où là, il faut rentrer un peu, il faut soulever le capot et rentrer un petit peu plus dans le concret et dans le dur. Dans ces conditions, on va mandater quelqu'un d'extérieur. Ça s'est fait, si je prends l'exemple de notre portefeuille, on l'a fait pour Dreamquark, qui est vraiment une techno assez complexe à comprendre. On a fait intervenir quelqu'un d'extérieur. Je pense que c'est le seul exemple sur lequel on l'a fait. Sinon, c'est vraiment nous et notre réseau. Mais du coup, déjà, notre réseau, ça nous donne un bon degré d'expertise sur le sujet. Voilà, Julien et Philippe, j'espère que j'ai répondu. Donc, si je continue sur le suivi, comment planifiez-vous vos futurs investissements avec la crise actuelle? Antoine, est-ce que tu peux préciser ta question, s'il te plaît? Planifiez-vous vos investissements? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bon, Antoine, je te laisse compléter, je continue et j'attends que tu précises un tout petit peu ta question. Merci beaucoup. Donc concrètement, dans le suivi, on suit, alors chez Caporn, on suit entre 6 à 8 lignes par directeur d'invest ou par partenaire. Plus, c'est compliqué de le faire bien parce que le suivi, ça prend quand même du temps. Alors, c'est pas uniquement la présence au board, loin de là. Les suivis, c'est vraiment de l'accompagnement. Alors, je vais pas dire au quotidien, mais moi, il y a certains de mes entrepreneurs avec lesquels j'ai des calls hebdo. Donc, 6 à 8 calls hebdo, c'est possible. Plus, ça devient compliqué dans l'emploi du temps. Donc, en gros, c'est 6 à 8 lignes pour essayer d'avoir un équilibre dans nos emplois du temps qui soit cohérent et surtout pour pouvoir aller l'entrepreneur de façon pertinente. Il y a un premier niveau de suivi qui est assez simple, qui est le reporting financier. Ça, nous, on le met quasiment comme une commodité. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, dès qu'une société rentre dans le portefeuille, l'idée, c'est de mettre en place un reporting mensuel qui soit complètement automatisé pour pas que ce soit le sujet des discussions. C'est-à-dire que le reporting, c'est évidemment on le check, évidemment trimestriellement, on a notre commissaire aux comptes qui vient checker et qui vient faire notre comment on appelle ça là, le revalorisation de notre portefeuille, bref. Donc tout ça est évidemment checké, mais ce n'est pas le gros de notre métier en tant qu'accompagnant. Le deuxième niveau, évidemment, c'est la présence au board. Donc être au comité des boîtes, ça veut dire quoi? Ça veut dire participer au board en moyenne, c'est tous les 2 mois. Parfois tous les 3 mois sur certaines sociétés qui sont un petit peu plus matures. Et concrètement, un board, ça se passe comment? Un board, c'est on donne des nouvelles de la boîte, on évacue en un quart d'heure le sujet justement financier, et après on va traiter et approfondir un sujet spécifique sur lequel la société est en train de travailler actuellement. Donc ça peut être un board qui est tourné autour de... alors à la fin de l'année en général, c'est les boards qui établissent le business plan pour l'année d'après. Après, tous les boards spécifiques, ça va être sur chaque sujet de la société. Ça peut être les enjeux marketing, comment est-ce que je fais pour diminuer mon CAC, comment est-ce que je fais pour... voilà, ça peut être des enjeux de structuration, qui sont les key people à recruter, où est-ce que je vais aller les chercher, etc. Et en gros, on passe 2 heures avec l'entrepreneur à l'aider sur ce sujet-là. Idéalement, dans un board, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours d'avoir un board member indépendant pour des notions de gouvernance et ça, donc avec notre réseau, on essaye de les proposer aux entrepreneurs, des gens qui peuvent apporter de la valeur. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de recul et de sortir un peu l'entrepreneur de l'opérationnel pur, lui donner un peu de recul, de vision. Donc ça, c'est le premier niveau de l'accompagnement. Alors, Antoine, tu as reposé ta question. Quelle visibilité avez-vous par rapport à la crise actuelle? Je ne suis pas sûre de bien comprendre. En gros, tu dis, planifiez-vous vos futurs investissements avec la crise actuelle. Nous, on a décidé de ne pas arrêter notre activité d'investissement. La preuve en est, c'est que le nouveau deal qu'on vous a mis en avant, d'Athena, c'est une société dans laquelle on a investi pendant la période de confinement. Et là, on est en train d'en faire un 26e du coup actuellement. Après, est-ce que la crise actuelle va avoir un impact sur les sociétés? Oui. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des secteurs qui vont être plus regardés que d'autres. On peut penser à l'éducation, à la digitalisation de l'éducation. On peut penser à tout ce qui est e-santé. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets en ce moment sur le sujet. On peut penser à tout ce qui est loisirs au sens large. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu une prise de conscience globale que le loisir va faire partie intégrante de nos vies de plus en plus. On peut penser à tout ce qui est délocalisation de la production. Je pense que c'est plutôt par secteur qu'il faut répondre. C'est-à-dire qu'il y aura des secteurs qui seront, à mon avis, plus regardés que d'autres.
Pourquoi? Parce que c'est des bons moments pour ces secteurs-là qui sont encore traditionnels de venir se digitaliser. Donc ça va venir accélérer ça. Après, au-delà de ça, nous, notre positionnement, il reste. On a de la chance d'avoir un portefeuille qui a très bien résisté pendant la crise. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'être en B2B, c'est le fait d'avoir des clients qui sont des clients grands comptes, donc qu'on continue à payer. Donc on n'a pas eu de société qui était à risque pendant la crise. Et du coup, sur les futurs investissements, je pense que notre positionnement est le bon et on est convaincu qu'il est le bon aujourd'hui. Donc on va continuer à être focus sur du B2B avec une accélération de la transformation digitale. Antoine, j'espère que c'est plus clair et que ça a répondu à ta question. Si je poursuis sur l'accompagnement, et là, je vais vraiment aller sur des spécificités de CapHorn, parce que, alors, je peux vous prendre un autre exemple. Je peux vous prendre l'exemple, par exemple, de Serena. Dans l'accompagnement qu'ils délivrent aux sociétés, eux, ont mis en place une équipe de ce qu'ils appellent des operating partners. Donc, en fait, ils vont avoir en interne chez Serena quelqu'un qui s'occupe des RH, quelqu'un qui s'occupe du marketing, quelqu'un qui s'occupe du juridique, etc. C'est des gens qui vont faire intervenir sur l'ensemble des sociétés de leur portefeuille. Ça, c'est une façon de faire de l'accompagnement et c'est un credo. Nous, c'est pas du tout le positionnement qu'on a pris, c'est pas du tout ce en quoi on croit. Nous, à nouveau, c'est vraiment à travers notre réseau qu'on va apporter de la valeur à nos entrepreneurs. En gros, le deuxième pilier, hein, si je mets la finance et le reporting en premier, mais bon, c'est pas trop un pilier, mais quand on accompagne des entrepreneurs chez CapHorn, ce qu'on leur promet, c'est un accès à des contrats commerciaux, concrètement, hein, il faut être clair, et à des key people qui vont pouvoir venir les aider dans la structuration de leur équipe. Concrètement, on a un CRM avec le suivi des mises en relation qu'on fait. On organise 150 meetings par an et on fait signer 2 contrats par an à notre portefeuille. Si je prends l'exemple de Critizer que vous voyez là, c'est une société qui fait du feedback management, donc en gros qui récupère tous les avis clients et les centralise autour d'une plateforme pour faire les réponses et pour centraliser l'ensemble des réponses. C'est une société qu'on accompagne depuis 2016. Sur laquelle on a apporté 8 contrats commerciaux, ce qui représente aujourd'hui 10% de son chiffre, ce qui est quand même un volume assez conséquent. Donc ça, c'est vraiment la promesse qu'on a. Et donc du coup, nous, concrètement, ça veut dire quoi pour notre métier au quotidien? Ça veut dire être très proche des entrepreneurs, comprendre quels sont leurs wishlist de contacts commerciaux, comprendre vers quelle cible est-ce qu'ils ont besoin de se développer, comprendre quels sont leurs besoins en termes de recrutement, en termes de key people, est-ce que c'est au niveau du board, est-ce que c'est quel cible ils ont besoin de staffer, et les aider à trouver le bon profil. Alors évidemment, on ne va pas faire à la place de l'entrepreneur, on ne va pas aller faire passer les entretiens, mais on va faciliter la mise en relation, on va essayer à travers notre réseau de sourcer les bons profils. Donc ça, c'est quelque chose qui nous demande pas mal de temps. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier de notre accompagnement, et ça, je pense que c'est un peu caractéristique à tous les fonds, c'est quand on est en situation de refinancement, c'est-à-dire qu'une société, quand on rentre en série A, généralement 18 mois après, elle va faire une série B, et 2 ans après, elle va faire une série C. L'idée, c'est d'accompagner la société dans cette chaîne de financement. Donc évidemment, nous, en réarbitrant est-ce qu'on refinance ou est-ce qu'on ne refinance pas, et en allant l'aider à trouver des co-investisseurs. L'idée derrière ça, c'est vraiment d'aider l'entrepreneur à passer l'étape d'après en termes de structuration et de financement. Concrètement, quand on reçoit un dossier, si je caricature, on reçoit un business plan d'un entrepreneur, on va le diviser par 2, le décaler d'1 an et on sera à peu près proche de la réalité. Donc en fait, on va réestimer à chaque fois le besoin de financement qu'aura l'entrepreneur en fonction de ce business plan qui est plus réaliste. Le diviser par 2, décaler d'1 an, c'est un peu une caricature, mais franchement, on n'en est jamais très très loin. Et du coup, on va accompagner l'entrepreneur sur cette recherche du bon partenaire financier, soit pour que nous, on sorte et que du coup, il trouve la bonne personne pour l'accompagner sur l'étape d'après, soit justement pour continuer à l'accompagner avec un co-investisseur de qualité. Alors nous, en 2019, on a mis un focus vraiment sur faire que des co-investissements avec des acteurs étrangers, parce que jusque-là, on avait une présence internationale qui était assez limitée, on va dire. Et du coup, là, le slide que je vous ai mis pour illustrer ça, c'est qu'on a co-investi avec pas mal d'acteurs étrangers pour apporter un relais, soit en Europe, soit aux États-Unis, à nos investisseurs, un relais de croissance potentielle. Donc, premier pilier, l'accompagnement commercial, RH, etc. Deuxième pilier, les refinancements. Troisième pilier chez CapHorn, c'est tout ce que j'ai appelé la communauté et le réseau. On organise énormément d'événements pour créer justement cette collaboration entre nos dirigeants et les entrepreneurs.
Donc ça va être ce qu'on appelle des business clubs où les entrepreneurs viennent pitcher devant 40, 60 dirigeants pour exprimer leurs besoins tout simplement. Ça peut être au sein de la communauté des entrepreneurs. On a évidemment un WhatsApp entre chaque C-level, donc entre les CEO de notre portefeuille. On a un WhatsApp entre les VP Sales, entre les RH. Cette partie vraiment communauté interne entrepreneur a été très très active pendant le confinement. Pourquoi ? Parce que je pense que les gens avaient besoin d'échanger avec leurs pairs sur comment est-ce qu'on met en place le PGE, comment est-ce qu'ils réagissent face à la crise, comment se passe le chômage partiel, enfin, tous ces sujets-là, comment ça se passe pour le travail en remote, qui est vraiment le sujet d'actualité. Et en fait, le fait de pouvoir faciliter la création de cette communauté, tous les jours sur le WhatsApp, il y a des messages qui s'échangent, il y a des bons plans qui s'échangent, il y a des contacts qui s'échangent, et ça, c'est vraiment une animation. Alors aujourd'hui, on en est plus observateur qu'acteur, mais je pense que ça fait partie intégrante de notre promesse d'accompagnement. Et le Founders Day, où évidemment, et l'Estival, pardon, ce que je vous ai mis à gauche, où évidemment on fait rencontrer l'intégralité de notre écosystème. Et ça, ce que ça reflète, c'est on a un accompagnement chez Cap Horn qui est très humain, très dans la proximité, qui est vraiment dans la confiance. Et c'est pour ça que cette communauté peut fonctionner. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième pilier. Donc si je résume pour l'instant où est-ce que j'en suis, si vous me suivez, c'est 1, on lève des fonds, 2, on identifie, on sélectionne des sociétés, 3, on les accompagne. Comment est-ce qu'on les accompagne ? On les accompagne évidemment d'un point de vue financier et financement, nous d'un point de vue commercial, RH, besoins critiques et communauté. Donc ça c'est notre façon d'accompagner les sociétés dans notre portefeuille. Et si je vais sur le dernier pilier, on va dire, du métier de l'investisseur, évidemment, ça va être de sortir. Pourquoi ? Parce qu'un investisseur, son but, c'est de délivrer un ROI à ses clients. Là, je rebondis sur une question de tout à l'heure. Quand je dis clients, c'est bien nos investisseurs et nos LP. Pourquoi est-ce qu'un investisseur investit chez nous ? Évidemment, il a envie d'être impliqué. Évidemment, il a envie de participer à l'écosystème tech. Évidemment, tout ça. Mais il a aussi envie de retrouver son patrimoine et son argent qu'il a investi dans le fonds. Là, je vous ai mis un schéma que vous avez dû voir 10 fois, je pense, si vous avez déjà touché de près ou de loin au capital risque, c'est la courbe en J. Le principe est hyper simple, hein, mais si vous avez compris ça, je pense que vous avez compris à peu près le métier. C'est les premières années, on appelle les fonds. Le net cash flow, en fait, en gros, il y a le moment où la courbe redevient positive, c'est le moment où on commence à redistribuer de l'argent à nos investisseurs. Donc, on peut, donc, vous voyez en parallèle les appels de fonds qui sont négatifs, de l'autre côté la partie de distribution et la courbe qui représente cette performance. Globalement, le capital risque a une performance moyenne, alors je crois que l'année dernière c'était 8%, avec une disparité assez forte, c'est-à-dire ça allait entre, pour les moins bons fonds du capital risque, c'était moins 13% et les meilleurs c'était plus 16%. Le principe, il est simple, hein, je pense que si vous avez compris ça, vous avez aussi tout compris, c'est le high risk, high reward. Un investisseur en capital risque, il peut tout perdre. C'est le but, ça s'appelle risque. Si on ne prend pas de risque dans notre métier, on n'investit pas. Donc, voilà. Sur la performance, je pense que ce message, il est clé. Je vous ai mis ensuite un tableau de TRI. Concrètement, comment est-ce qu'il faut le lire ? Il y a deux paramètres qui sont importants. Il y a en haut le multiple du fonds que vous pouvez rendre et à gauche, il y a la partie vraiment durée. Donc en gros, si je vous lis un des chiffres, par exemple, un multiple de x4 sur 10 ans, ça veut dire un TRI annuel moyen de 15%. J'espère que la lecture du tableau est assez aisée pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Là-dessus, ce qu'il faut comprendre dans le métier du capital risque, c'est la gestion d'un portefeuille. J'aime bien caricaturer en disant, c'est quand on investit dans 25 boîtes, il y en a un tiers qui vont soit mourir, soit faire moins de 1 une fois le multiple. Il y en a un tiers qui vont générer un petit peu de performance entre 1 et 2 fois, voilà, qui va être se tirer un peu le ventre mou, j'appelle ça, du portefeuille. Et il y en a un tiers sur lequel on a un vrai pari, un pari fort, et sur lequel il faudra surpondérer, parce que c'est ces sociétés-là, qui vont faire la performance du fonds. Et donc, ce qu'il faut comprendre quand on va voir un entrepreneur, c'est qu'à chaque fois qu'on investit dans une boîte, si on n'estime pas que la boîte nous permet de faire 5x à la sortie, minimum, on n'investira pas. D'où la nécessité de faire de l'hypercroissance, d'où la nécessité d'aller chercher des boîtes qui vont tout de suite faire entre 50 et 100 millions de chiffre d'affaires alors qu'on est rentré beaucoup plus tôt. Et en fait, si on ne croit pas en cette performance-là et à cet exit potentiel-là, on ne va pas investir.
Pourquoi? Parce que c'est la règle des un tiers, un tiers, un tiers que je viens de vous expliquer. Un tiers des boîtes meurent, un tiers des boîtes font peu de performance et un tiers vont driver la performance du fonds. Ça, c'est vraiment de la gestion de portefeuille. Si je vous applique cet exemple de TRI au sein de Caporn, sur les 5 sociétés qu'on a aujourd'hui, il y en a 5 sur lesquelles on a déjà arbitré. Donc ça veut dire qu'on ne refinancera pas pour diverses raisons, soit parce que la société est en difficulté et qu'il n'y a plus d'espérance de gain potentiel, soit parce que c'est une société qui a choisi d'aller à la rentabilité. Alors moi, j'aime pas parler de rentabilité, j'aime bien parler de liberté. J'ai des entrepreneurs que j'accompagne vers la liberté, donc c'est vraiment cette possibilité de choisir et d'être indépendant de ses investisseurs. Voilà, en général, c'est les deux cas. Donc ça, c'est 5 sociétés sur lesquelles on a arbitré. Il y a toute une base du portefeuille sur laquelle on a investi en 2019, voire en 2020, donc sur lesquelles on n'a pas assez de recul pour la mettre dans une catégorie ou dans une autre. Et après, on a entre 6 et 10 boîtes dans notre portefeuille qui sont en passe, donc sur lesquelles on a surpondéré, on a réinvesti, et qui sont en passe de devenir des catégories leaders sur leur segment de marché. Concrètement, nous, on communique sur une performance pour nos investisseurs autour de 2,5 fois brut, soit 2 fois net. Voilà, j'espère que j'essaye de l'appliquer. À nouveau, j'essaye d'être très pratique et j'essaye d'appliquer vraiment à Caporn, de vous expliquer à travers des choses très concrètes ce que veut dire le TRI et ce que veut dire retourner de l'argent à CLP. Et ce qui est important, donc si vous avez compris, la sensibilité au temps est très importante. C'est-à-dire plus on sort tôt, évidemment, plus on va être sur des multiples et des TRI qui sont élevés. Et nous, dans notre portefeuille, on a des multiples qui vont on a des cas, on a un cas un peu exceptionnel qui a un multiple qui est un TRI de plus de 200 fois, mais c'est pas très représentatif. En tout cas, on a une forte disparité, un fort écart type, on va dire, entre les différents. Je fais une mini pause pour répondre à vos questions. Alors attendez, j'en étais à la question. Donc Antoine, j'avais répondu. Est-ce que la crise est favorable en quelque sorte à votre avis pour les VC? Alors moi, ce que je vois de positif dans la crise, pour répondre à la question, c'est que je ne vais pas dire qu'on était dans une bulle parce que j'aime pas ce mot, mais on était quand même sur 2019, on a vu des choses se faire sur le marché avec des valorisations qui ont pas mal explosé, sur des boîtes qui avaient uniquement un PowerPoint et qui n'avaient pas encore de produits. On a vu des choses assez incohérentes se faire. Alors nous, Caporn, ça ne fait pas du tout partie de notre ADN, donc on n'a pas participé à ces choses-là. Et je pense que la crise, si elle est favorable, alors moi je suis d'un naturel très optimiste, donc je ne vois que le bien dans cette période-là, c'est qu'on va retourner sur ce qu'on appelle des vrais entrepreneurs et pas des start-upers qui sont des deals paillettes, des choses qui sont faites de façon assez incohérente. On va retourner sur des bases beaucoup plus saines, à savoir des entrepreneurs qui ont une idée de modèle économique, qui vont savoir comment gagner de l'argent, qui ont une vraie ambition à changer certaines choses. Et je pense qu'on va en voir de plus en plus et c'est beaucoup plus sain. Donc moi j'ai un avis plutôt positif. Quel est le pourcentage de fonds VC qui surperforment les indices? Je ne sais pas répondre à cette question. J'ai envie de dire que c'est hyper différent. Il y a 10 ans, la performance du capital risque, elle était à 0%. On augmente chaque année. On est sur un momentum de marché qui est intéressant. Moi, je crois beaucoup à ce que ça continue de s'améliorer. Évidemment, il y a des fonds qui surperforment, d'autres qui sont plus en difficulté. Il y a des fonds qui, là, pendant la crise, ont beaucoup souffert parce qu'il y avait un portefeuille qui était essentiellement dans le B2C, donc ont vu beaucoup de leurs entrepreneurs souffrir, malheureusement. Donc leur performance peut être impactée. Voilà, j'ai pas de réponse plus précise que ça à cette question. J'ai pas de chiffre exact à fournir. Julien, pour accéder à la liberté, l'entreprise doit racheter votre participation. Non, pas du tout. Alors, je me suis peut-être pas très bien exprimée. Julien, l'idée de dire l'entreprise va à la rentabilité, ça veut dire que plutôt que d'être dans le schéma classique, je lève un seed, une série A, une série B. D'ailleurs, le schéma classique, c'est je lève un seed, je lève un post-seed ou une pré-série A, puis une série A, puis une pré-série B, puis une série B. Hein, il y a plutôt plusieurs maillons qui viennent se rajouter. L'idée, c'est plutôt de dire on a levé une série A ensemble. On n'a pas forcément le niveau de croissance qui était espéré, on n'a pas forcément l'envie d'investir de façon très agressive, on se rend compte que voilà, il y a des choses qui sont différentes. Dans ces conditions, l'entrepreneur va décider d'aller à la rentabilité pour être indépendant de nouveaux investisseurs qui pourraient arriver. Donc, va sortir de ce schéma classique de cycle de série A, série B, etc. Pour être rentable et du coup bénéficier de cette liberté d'avoir le choix de son avenir en fait.
Donc, ils vont certainement pas nous racheter notre participation, on ne vendra jamais ça à un entrepreneur et heureusement, mais par contre, ils vont essayer de développer une société qui sera rentable, qui fera 5 millions de chiffre d'affaires, qui va faire 50% de croissance par an et qui du coup va potentiellement intéresser des acquéreurs potentiels, type des corporates, type des fonds private equity et rentrer dans une autre catégorie d'acteurs pour les accompagner derrière. Voilà, Julien, j'espère que j'ai répondu. Alors, la bonne nouvelle dans cet environnement d'exit, c'est que aujourd'hui, il existe. Je vous ai mis aujourd'hui, il existe. On voit des très beaux exits sur le marché français. On a une maturité certaine du marché qui est arrivée. Je vous ai mis des exemples que vous connaissez tous, hein, j'imagine. Je vous ai mis Zenly, racheté par Snap en 2017, qui est peut-être un des premiers à avoir fait pas mal de bruit. Le compte Nickel, racheté par BNP, Captain Train, Meilleurs Agents, qui est un des exemples les plus récents et qui est un super exemple pour le coup, qui a été racheté par Axel Springer en 2019, là juste il y a un an quasiment, ou PeopleDog. Enfin, voilà, je vous ai mis tous ces exemples-là. L'idée, c'était de vous dire que le marché des exits, c'est devenu une réalité. Il y a deux on va dire, sources d'exit potentiels. Il y a tout, effectivement, ce qu'on appelle les corporates. Hein. Donc, on le voit, hein, les Legrand, les Axel Springer, etc. Et puis, il y a l'exit qui vient du monde du private equity ou des IPO. Donc, il y a un exit plutôt financier. Et ça, en fait, j'ai envie de dire, il y a 4-5 ans, la chaîne de financement, en France en tout cas, n'était pas suffisamment mature. Et du coup, cette deuxième typologie d'exit était beaucoup plus rare. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu, on va dire, naturel dans la vie d'une société. Si vous avez des questions sur le marché des exits, je peux y répondre. Je vous ai fait un petit slide de conclusion qui est assez pushy. En gros, moi, je suis très positive sur le momentum du marché. En gros, on a sur le marché français des entrepreneurs qui sont de grande qualité, qui pensent, alors j'ai mis global dès le début, qui ont des vraies capacités d'exécution, qui sont très créatifs, qui viennent disrupter des choses, qui viennent inventer des choses en France. Et on a la chance en plus en France d'avoir une ressource et un vivier de ressources tech qui est envié par tout le monde entier, je pense, avec Paris-Saclay, tous les ingénieurs qu'on crée en fait au quotidien, qu'on forme au quotidien. Ça, c'est vraiment une des spécificités du marché français. Je vous ai mis des logos de façon un peu aléatoire, mais c'était juste pour vous illustrer ce point-là. On a la chance en France d'avoir un écosystème qui est très supportif. On a évidemment la BPI qui finance énormément de projets d'entrepreneurs. On a Station F, on a The Family, la French Tech, tout cet écosystème qui est très favorable. On a les US qui regardent clairement le marché français. Mais je vous entendais en parler avant que je me connecte, donc peut-être que vous en avez déjà parlé, mais je faisais juste une petite parenthèse en tout cas sur les gros acteurs US qui lorgnent la France de plus en plus et qui sont des vrais co-investisseurs aujourd'hui, qui sont devenus vraiment des co-investisseurs de qualité. Et du coup, on est sur une vraie opportunité, c'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a cette chaîne de financement qui est venue et qui est plus mature, il y a cette transformation digitale qui est en cours et qui, là, pour le coup, la crise, je pense, est venue accélérer. Et donc, du coup, aujourd'hui, c'est un métier qui est absolument passionnant. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout d'être passé d'entrepreneur à investisseur parce que c'est un métier qui est passionnant, c'est un métier qui se réinvente en permanence, c'est un métier qui a encore plein de choses à créer, plein de choses à prouver. Mais travailler au quotidien auprès des entrepreneurs qui viennent, alors je ne vais pas dire changer le monde, mais si quasiment, et savoir que ce qu'on fait peut avoir un impact dans la French Tech au niveau global, je vous avoue que c'est absolument passionnant et c'est un métier que je recommande fortement, sachant que moi ce que je conseille c'est quand même d'avoir une expérience très opérationnelle avant, parce que rentrer directement dans le VC après les études, c'est pas forcément quelque chose, déjà c'est des postes qui sont assez rares. Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de VC qui recrutent directement en sortie d'école, à part peut-être des ingénieurs. Mais je conseille quand même d'avoir une expérience opérationnelle, une expérience terrain avant, idéalement dans une start-up, voilà, pour se faire un petit peu la main et voir un petit peu ce que ça veut dire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après, on peut essayer de comprendre mieux et d'être plus empathique par rapport aux entrepreneurs qu'on accompagne. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui sur mon métier. J'espère que ça répondait à vos attentes. Et du coup, j'avais gardé un petit peu de temps, mais merci beaucoup d'avoir posé des questions au fur et à mesure. Joséphine, est-ce que les associés... Oui, pardon. Non, sinon, enfin, tu peux répondre à la question, mais sinon, je pense, est-ce que tu aurais pu nous évoquer quelques cas, tu vois, très récents de deals,
sur lesquelles toi, tu as été en lead chez Cap Horn, par exemple, tu vois, pour parler un peu des boîtes que tu en as déjà un peu parlé. Mais les boîtes que je fais, je vous ai cité Scénario, qui est la première que j'ai fait. Il y a une deuxième société que j'accompagne, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Captain Contrat, qui vient en fait apporter, enfin, être le service juridique des TPE, PME. L'idée étant d'apporter le juridique, enfin de faire du juridique un besoin récurrent, donc à travers à la fois une marketplace et à la fois de l'abonnement. Un modèle complexe, mais qui apporte vraiment des solutions sur toute la chaîne et tous les besoins. Donc c'est la première legal tech dans laquelle j'ai investi. Scénario, Captain Contrat, c'est mes deux premiers. Ensuite, je suis investisseur dans Proxy. Proxy, qui est une société assez atypique, c'est une marketplace de produits de la mer. Donc là, en fait, en gros, l'idée, c'est sur la chaîne de valeur des poissons. Et il y a beaucoup trop d'intermédiaires. Et l'idée, c'était de venir couper les pourcentages de commissions qui sont pris par chaque intermédiaire pour faire le lien directement entre la criée et les restaurateurs, ou la criée ou à minima le grossiste et les restaurateurs. Et donc de livrer directement à tous les restaurateurs du poisson. Et là, l'idée, c'est que c'est une SaaS Enable Marketplace. Donc, ils vont proposer en fait aux restaurateurs l'intégralité de l'outil qui leur permet de passer la commande, facturer, etc. C'est une boîte qui est à Rennes, qui est également sourcée en local. Ça, c'est Proxy. Je suis également investisseur dans Envoice, qui est celle tout en haut à gauche, qui est une des premières sociétés du fonds. Donc, Envoice, c'est ce qu'ils font. Ils ont une technologie. Donc là, c'est un réactive tech. L'idée, c'est qu'ils font du pré-targeting. Le pré-targeting, alors j'imagine que vous connaissez tous Criteo. Criteo fait ce qu'on appelle du retargeting. Donc, vous êtes allé sur un site internet, vous avez vu des lunettes de soleil et vont vous le pinguer dans vos mails juste après. Envoice fait du pré-targeting. Donc, c'est une grosse techno de graphe qui permet de dire vous avez été voir des lunettes de soleil, ça veut dire que vous partez bientôt à la plage, donc moi je vais vous pousser à une pub pour les vacances. Et en fait, chaque parcours est ultra personnalisé. Et donc, c'est une adtech qui est absolument passionnante. Et après, il y a deux sociétés que je suis également qui ne sont pas dans ce slide-là parce qu'ils font partie du fonds 1, donc je n'ai pas mis le fonds 1, qui sont Boxtal sur tout le service de colis pour les petits e-commerçants. Société alors beaucoup plus mature, très grosse, gros volume d'activité, avec des problématiques très différentes mais très intéressantes. Et Wizbee, qui est une plateforme qui permet de faciliter pour les jeunes l'accès à la vie professionnelle. En gros, ils acquièrent entre 5 et 6 000 jeunes par jour. Et ils leur proposent l'ensemble des services qui leur permettent de trouver un nouveau job. Donc ça va du financement, ça va j'imagine que Wizbee, vous connaissez peut-être, mais bon. C'est l'accès à un crédit, c'est voilà, tout le fait de passer son permis de conduire, etc. Voilà, si ça répond à Benjamin. Ça, c'est mon petit portefeuille. Moi, je suis... On voit un peu ce que tu gères. Après, donc, il y a la question de Joséphine qui était intéressante, je pense. Est-ce que les associés chez Cap Horn ont une expertise sectorielle ou plutôt des profils purement finance? Alors non, des profils purement finance, non, pas du tout. On est 5 associés chez Cap Horn. Il y a Guillaume, qui est le fondateur, qui lui a une expérience plutôt pour le coup finance. Pourquoi? Parce qu'il a fait 15 ans dans le private equity. Il était avant chez Crédit Agricole, Crédit Agricole et chez Schneider, Crédit Agricole Private Equity et Schneider Electric Private Equity. Guillaume, donc lui, il a fait que du monde du capital risque. Sa spécificité, c'est d'investir que dans des deals très deep tech pour le coup. C'est un polytechnicien qui a besoin qu'on ne comprenne pas ce que la boîte fait pour regarder, sinon ça ne l'intéresse pas. Ensuite, il y a Alexandre Pelletier, qui lui était l'ancien de grands groupes. Alors lui, de chez Microsoft et de chez Tata, lui, sa spécificité, c'est qu'il va regarder uniquement des deals B to gros B, j'ai envie de dire, avec un canal de vente indirect, parce que c'est ce qu'il sait faire et c'est ce qu'il a fait pendant 20 ans pendant sa carrière, et avec une boîte qui est déjà internationale. Donc ça, c'est vraiment son focus. Ensuite, il y a Romain. Alors Romain, c'est peut-être celui qui est le plus sectorisé, dans le sens où Romain, il n'investit que dans le retail. C'est pour ça qu'on a du coup aujourd'hui 30% de notre portefeuille qui est axé retail. Ce qui a beaucoup d'avantages pour le fonds, parce que du coup, effectivement, alors ça a des avantages et des inconvénients, parce que le fonds Cap Horn est très marqué retail, mais du coup, par Romain, mais ce n'est pas que ça. Mais du coup, Romain a une vraie expertise, c'est-à-dire qu'il il publie les tribunes de LSA tous les ans sur qu'est-ce que sera le retail de l'année d'après. Il est intervenant dans tous les events retail et il voit toutes les boîtes retail, je pense, qui passent sur le marché. Ensuite, il y a Clara, qui est l'ancienne de
One Fine Stay et qui était chez Next Stage avant, donc qui elle aussi a un profil plutôt moitié finance, moitié opérationnel. Clara, elle est spécialisée pas mal dans le secteur tourisme, transport, et elle fait beaucoup tout ce qui est marketplace. Voilà, je pense que je la décrirais comme ça. Et après, moi, j'ai un profil un tout petit peu plus généraliste que les autres associés. Vous le voyez avec mon portefeuille de suivi de boîte, hein, j'ai 6 sociétés qui sont dans des secteurs assez divers. Moi, ma petite marque de fabrique, c'est d'apporter un peu plus on va dire de pourcentage dans mon analyse à l'importance de l'humain et à l'impact dans la boîte. C'est-à-dire que moi, je ne regarderai pas une société si ça ne fait pas de sens, je ne regarderai pas une société si ce n'est pas pour créer du bien, entre guillemets, quelque part, et si je n'ai pas un fit avec les entrepreneurs qui soit vraiment concret dès le départ. Et pour ça, moi, pendant mon analyse de dossier, je fais toute une analyse sur l'humain dans la boîte. Donc déjà, quand j'analyse un dossier, je vais dans la startup pendant 2 ou 3 jours pour m'imprégner un peu de sa vision, de sa culture, pour comprendre, pour rencontrer les gens. Et je fais passer aussi un questionnaire humain pour comprendre l'ambition, pour comprendre comment sont drivés les entrepreneurs que j'accompagne. Et en général, avant tout investissement, je m'oblige à aller à minima boire une bière avec eux pour justement partager autour de ce côté un peu plus humain, quoi. Voilà, Joséphine, j'espère que ça répond à ta question. Super, merci beaucoup Marion. Alors, on a déjà un petit peu rogné le temps. On prend sur ta pause déjeuner. À moins qu'il y ait une question, enfin d'autres questions, mais pas non plus une avalanche. S'il n'y a pas d'autres questions, on va te remercier Marion beaucoup pour cette présentation. Super concrète, super claire, donc c'est tout à fait précieux. Tu vois, l'avalanche de remerciements commence à tomber. Donc, merci à vous. Je vous ai mis mon contact, j'ai mis mon mail et mon portable de façon assez simple. Si vous avez des choses qui n'étaient pas claires, si vous avez des choses sur lesquelles vous avez envie de débattre, parce que voilà, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Super, merci à toi. Est-ce que je peux faire passer ta presse, les slides ou pas? Attends, laisse-moi checker. Parce que j'ai copié les slides qui étaient existants, hein, je t'avoue. Tu me dis par mail et j'enlèverai les slides. A priori, oui, je regarde juste. Parce que comme on est en levée de fonds, si tu veux, il y a peut-être des choses que j'ai copié-collé un peu rapidement. Non, vas-y. Okay. Laisse-moi vérifier, si ça t'embête pas. Je te laisse vérifier, tu me dis, mais je sais que sur le principe, ça peut intéresser. Voilà. Pas de souci, ça marche. Merci à toi. Merci beaucoup. On se retrouve à 14h pour vous tous. Et puis Marion, à bientôt. Merci de ta venue. À bientôt. Merci à tous. Ciao. Au revoir.